Un Everest en termes d'organisation. On attend jusqu'à 7 millions de visiteurs qu'il va falloir acheminer sur les lieux des compétitions. Il y a des endroits où les transports ne seront pas prêts parce qu'il n'y aura pas le nombre de trains. Mais juste à côté, une autre ligne qui devait initialement être prête pour les JO accuse un très long retard. Les ouvriers s'affairent pour terminer ce chantier pharaonique dans les temps. En plus des grèves, une autre menace plane, celle de l'engorgement. Depuis des mois, on ne parle que des JO de Paris dans des termes négatifs. À croire que tout est fait pour gâcher la fête. Et si finalement, ces Jeux Olympiques et Paralympiques se passaient bien ? L'histoire regorge de jeux sans faute, malgré quelques faux départs et des défis colossaux. Alors tout au long de la semaine, on se demande comment réussir ces Olympiades. Épisode 4, des transports efficaces. On sera au rendez-vous, on sera prêt. C'est un moment immense d'émotion, de joie. On est en train de jouer l'image de la France sur les 5 prochaines années, l'image de la France sur la décennie. On a envie de célébrer ce moment comme il se doit. Ces jeux vont nous faire du bien. On sera prêt. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut réussir. Pour démarrer ce 4e chapitre de notre série « Comment réussir ces JO », je vais vous raconter une histoire. La scène se déroule à la veille d'une certaine édition des Jeux. Un judoka de classe internationale, grand favori de sa catégorie, est attendu pour la pesée avant le début des épreuves. Cette étape est déterminante. Si le poids de notre athlète n'est pas conforme à sa catégorie, il peut être empêché de concourir. Le rendez-vous est fixé à 8h du matin. Le judoka quitte le village olympique pour le palais des congrès où se dérouleront les épreuves de judo, de boxe et de lutte. Arrivé à 7h30, il comprend assez vite que la pesée doit en fait avoir lieu au village olympique. Pour le judoka et son équipe, c'est la panique. Il remonte vite dans un taxi, harangue le conducteur pour qu'il accélère, sauf qu'entre-temps, le trafic s'est densifié. Le véhicule peine à se frayer un chemin. Arrivé au village olympique, 8h06. Le judoka a manqué la pesée, il ne pourra pas défendre son titre, gagné 4 ans plus tôt. Des mois d'entraînement viennent de s'envoler pour 6 petites minutes de retard. Le judoka s'effondre. Avec lui s'envolent toutes les chances de médaille de son pays. Cette anecdote, elle est véridique, c'est ce qui est arrivé à David Kakhalashvili, judoka géorgien et champion olympique à Barcelone en 1992 et qui a donc été privé de compétition aux Jeux d'Atlanta en 1996 à cause du trafic routier. Si j'ai tenu à vous raconter cette anecdote en détail, c'est parce qu'elle prouve l'importance d'avoir un système de transport efficace pour réussir ces JO. À l'Express, une de nos journalistes s'est longuement penchée sur la question des transports parisiens. J'accueille Béatrice Mathieu, grand reporter. Bonjour Béatrice. Bonjour Charlotte. Alors je suis très contente de faire cet épisode sur les transports parce que tu vas voir, c'est un aspect hyper important dans l'organisation des JO. Pour que les athlètes et les spectateurs puissent accéder correctement au lieu des compétitions. Ah oui, c'est très important d'avoir un système de transport efficace pour que les touristes, les spectateurs, tout le monde puisse profiter des Jeux, mais aussi parce que souvent les Jeux laissent un héritage en termes de transport. Parce qu'accueillir les Jeux Olympiques, c'est l'occasion d'investir dans les infrastructures de transport. Oui, exactement. Contrairement aux installations sportives, ce sont souvent des projets qui auraient vu le jour, quoi qu'il arrive. On ne les crée pas exprès pour les JO, c'est pas comme les stades ou le village olympique. Mais la compétition permet de donner un coup d'accélérateur à ces projets qui durent parfois des décennies. Et ça, c'est bien pour la population locale qui va continuer de bénéficier de ces installations des décennies après les Jeux. Chers auditeurs, si vous avez écouté les 3 épisodes précédents, vous savez qui va intervenir. C'est notre expert des Jeux Olympiques, Jean-Loup Chaplet, professeur de management public à l'Institut des hautes études en administration publique de Lausanne et ancien cadre du CIO. Lui, il m'a cité un exemple bien connu et en France. L'exemple le plus célèbre, c'est Grenoble. Grenoble 1968, qui était une petite ville des Alpes, difficile d'accès et qui est devenue une métropole après les Jeux d'hiver de 1968. Une autoroute a été construite, l'aéroport a été totalement rénové, la gare a été reconstruite et toutes sortes d'autres infrastructures qui ont fait de Grenoble une ville moderne. Vous les utilisez vous-même, ces équipements là? Oui, les autoroutes surtout les autoroutes, surtout les routes pour monter en haut, tout ça, c'est surtout les autoroutes. Grâce à cette importante infrastructure routière, ces autoroutes d'accès et de dégagement, cette signalisation claire, il n'y a vraiment plus aucun problème de circulation à Grenoble. Beaucoup d'élus des villes candidates voient derrière les JO l'occasion
de construire des infrastructures ou de développer leurs infrastructures. Les investissements doivent être faits par les collectivités publiques. Alors peut-être que les JO peuvent accélérer la construction de ces infrastructures ou la rénovation de ces infrastructures, mais en tout cas ne doivent pas être pris sur le budget d'organisation. Mais j'imagine que si on ne prend pas en compte ces dépenses, le risque, c'est ensuite de ne pas pouvoir tenir ses promesses. Eh bien, figure-toi que c'est un peu ce qui s'est passé aussi pour Paris 2024. Des grands projets, des petites réalisations. Je t'ai apporté le dossier de candidature qui a été déposé à l'automne 2016 pour qu'on en discute. Alors, tu peux nous rappeler ce qu'il contenait concernant le transport parisien ? Alors, regarde, c'est là, page 56-57. Je vais te lire un petit paragraphe que j'ai surligné. Alors, voilà. L'accueil des Jeux de Paris 2024 ne nécessite aucune infrastructure de transport supplémentaire. Le concept des Jeux s'intègre parfaitement dans les stratégies déjà prévues, telles que le Grand Paris Express. Les échéances des projets sont également alignées. Et là, dans le tableau sur la gauche, tu vois une dizaine de projets. Prolongement des lignes de métro 12 et 14, ouverture des lignes 15, 16 et 17, création d'un train express entre l'aéroport Charles de Gaulle et la gare de l'Est. Tout ça prévu à l'échéance 2024. Bon, Béatrice, je prends le métro tous les matins et j'ai l'impression qu'on est loin du compte. Alors moi aussi, et on est très loin du compte. De grands projets ambitieux qui se sont heurtés à une réalité beaucoup plus rude. Problème de coût, retard inhérent à ce type de projet pharaonique, Covid-19 encore une fois. Résultat, on est très très loin des promesses affichées il y a 8-10 ans. Le prolongement des lignes existantes, bon d'accord, notamment pour la ligne 14 qui va jusqu'à Orly, mais ça va être ric-rac parce qu'elle devrait être ouverte fin juin, tout début juillet, c'est-à-dire juste un mois avant les Jeux, donc ça a été vraiment au dernier moment. La modernisation de certaines rames aussi, mais alors pour ce qui est des nouvelles lignes et notamment du Charles de Gaulle Express, on n'y est pas du tout. Et ce résultat-là n'est pas tellement surprenant. Écoutez encore Jean-Loup Chaplet. Un autre exemple de projet qui a été accéléré, mais à la toute dernière minute, c'est le TGV japonais qui a été ouvert un mois avant le début des Jeux de Tokyo 1964. Certaines promesses au moment d'une candidature ne sont pas réalisées au moment des Jeux, tout simplement parce qu'il y a des problèmes de délai. Les Jeux sont attribués environ 7 ans à l'avance, mais pour ce qui concerne des transports, 7 ans, c'est très court. Si vous voulez construire un métro ou rénover des lignes de métro, c'est effectivement trop court. Les seules choses qui sont relativement rapides à faire, ce sont les routes et les autoroutes. Est-ce que ça veut dire, Béatrice, que la réussite de nos Jeux est menacée par tous ces retards ? Alors non, ça serait quand même un peu exagéré. C'est un point noir, c'est vrai. Une vraie menace, non, parce qu'il y a des solutions alternatives qui vont être mises en place, des bus qui vont être dédoublés sur certains jours. On sait que, par exemple, le 30 juillet, il va y avoir une fréquentation très très importante, notamment dans tout l'ouest parisien. Et puis, il va y avoir des bus pour les personnes à mobilité réduite, parce qu'on n'a pas pu de toute façon adapter le réseau de métro aux handicapés, c'était trop compliqué. Il y a des mises en place de voies de circulation qui vont être réservées aux JO pour les taxis. Alors, on a trouvé des solutions, elles vont coûter de l'argent. Moi, je dirais que la vraie menace, elle est beaucoup plus du côté social et des risques de mouvements sociaux. Béatrice, ce risque de grève des transports parisiens qui viendrait gâcher les Jeux Olympiques de Paris, on en parle depuis longtemps. On y a même consacré un épisode lorsque Jean Castex a pris les rênes de la RATP à 2 mois du début des Jeux. Où on en est ? La RATP, elle est noyautée par la CGT qui a un pouvoir très très important au sein de la régie des transports parisiens. C'est d'ailleurs pour ça que Castex a été nommé à la RATP pour mettre du miel sur tout ça. Il a ouvert son portefeuille en fait quand il est arrivé. Il y a eu des augmentations de salaire très importantes qui ont permis aussi de remettre les conducteurs, notamment les conducteurs de bus, au travail. Il y a des négociations en cours sur des primes JO qui vont coûter beaucoup. La CGT, elle a quand même déjà beaucoup obtenu à la RATP, mais elle a déposé un préavis de grève qui court durant toute la période des Jeux Olympiques et Paralympiques parce qu'elle dit qu'elle n'est pas satisfaite. Tout ça, c'est pour faire monter la pression et obtenir des primes qui sont plus importantes que ce qu'ils ont déjà obtenu.
Il y a autre chose qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, c'est l'augmentation des prix du ticket de métro. Le ticket de métro à 4 € entre le 20 juillet et le 8 septembre. Je rappelle que si le ticket de métro est fixé à 4 € pendant l'ensemble des Jeux, c'est justement pour que personne n'en achète. Le Pass Paris 2024 remplacera l'actuel Pass Navigo. 70 € la semaine contre 30 € aujourd'hui. Est-ce que ça, Béatrice, ça ne risque pas d'empêcher une partie de la population de se joindre à la fête? Alors je pense que c'est quand même une polémique qui a été montée en épingle. C'est vrai que Londres ne l'avait pas fait en 2012. Mais franchement, si on y regarde de plus près, l'impact ne sera pas énorme. D'abord parce que tous ceux qui ont déjà un pass Navigo, comme toi et moi, tu ne vas pas payer plus cher ton pass Navigo, ça n'aura pas d'impact. Ça n'aura pas d'impact non plus pour ceux qui auront acheté en avance leur pass. Donc ça va toucher essentiellement en fait les touristes qui vont venir. Ceux qui sont venus des États-Unis et qui vont payer leur logement ou leur chambre d'hôtel très très cher, je pense qu'ils ont les moyens de payer un ticket de métro un peu plus élevé. Et sinon, ils pourront effectivement marcher ou prendre des Vélib. Et puis, il faut voir quand même que les coûts du transport parisien, les prix du métro sont quand même beaucoup plus bas. Et quand tu voyages à l'étranger, tu te rends compte que un prix de ticket de métro, c'est bien moins cher que à Londres ou dans des capitales asiatiques. Et puis, on sait aussi qu'il faut financer beaucoup d'investissements et que ça coûte cher. Puis, ça permet de faire rentrer un petit peu d'argent dans les caisses de la RATP et des financeurs. Trouver des alternatives pour baisser les flux de voyageurs lors des JO, Jean-Loup Chaplet nous a dit que c'était une préoccupation à chaque édition. Une solution qui a été de plus en plus pratiquée par les comités d'organisation, c'est de limiter la circulation normale à travers différentes mesures. Par exemple, à Londres, en demandant aux fonctionnaires de rester chez eux pour télétravailler, et à Pékin, il y a eu une mesure encore plus drastique qui a tout simplement interdit les voitures un jour sur deux à travers le système des plaques paires et impaires. On dit que la circulation à Pékin, qui est très intense, a été réduite de 57% pendant les Jeux de 2008. Béatrice, est-ce que des mesures semblables ont été adoptées en France? Alors, il n'y a évidemment pas de mesures contraignantes pour l'instant, mais les organisateurs des Jeux communiquent beaucoup sur le sujet. Ils encouragent les entreprises à généraliser le télétravail, surtout dans les entreprises qui sont situées à proximité des lieux de compétition, mais pour l'instant, rien de contraignant. C'est quand même quelque chose de très angoissant, cette question des transports. Quand tu organises un événement de cette ampleur, il y a un casse-tête technique, un casse-tête sécuritaire. Mais bon, malgré les défis qu'on vient d'évoquer, on peut quand même se rassurer. Paris a un système de transport développé et performant. Et en plus, les lieux d'épreuve sont assez condensés. C'est beaucoup moins large et moins étendu que Pékin ou Rio. Donc, il n'y a pas vraiment de raison que ça se passe mal. Et ça se passe souvent plutôt bien sur ce niveau-là. Cette année, on espère donc que tous les athlètes arriveront à l'heure pour les épreuves. Merci Béatrice et à bientôt. À bientôt Charlotte. Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express. Chers auditeurs, vous pouvez lire tous ces reportages sur l'organisation des Jeux sur l'express.fr. L'abonnement numérique est actuellement au prix d'1 € le premier mois, alors n'hésitez pas. Et pour ne pas rater le 5e et dernier épisode de notre série « Comment réussir les JO de Paris », n'oubliez pas de nous suivre sur votre plateforme d'écoute habituelle, Podmust, Spotify ou Apple Podcast par exemple. À demain.